Bonjour à tous, je suis Charlotte Molny, coordinatrice Espace Vie et je suis ravie de vous accueillir pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'endométriose et de l'apport de l'imagerie. Pour ce faire, nous allons avoir l'intervention du docteur Samuel Haddad, médecin radiologue au réseau d'imagerie sud-francilien. Aussi, nous aurons l'intervention du docteur Pascal Charbonnel, qui est médecin généraliste. Pour toute question, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire sous cette vidéo ou bien sur notre adresse mail webinaire@espacevie.fr. Voilà, je vous souhaite une excellente séance et à tout à l'heure. Bonjour à tous, merci. Et merci à Damien de m'avoir proposé cette intervention sur le thème de l'endométriose. Je vais vous parler aujourd'hui donc de l'endométriose et surtout de ma spécialité, donc, qui est l'imagerie et de l'apport de l'imagerie. On va revoir ensemble les indications et je vais vous montrer surtout des images pour que vous compreniez un peu comment on raisonne et ce qu'apporte l'imagerie dans cette pathologie. Donc, je vais juste rapidement représenter pour ceux qui ne connaissent pas notre structure, le réseau d'imagerie sud-francilien. On travaille à la clinique du Mousseau à Évry. On travaille où on fait du scanner, d'échographie, on a 2 IRM, mammo, radio, un peu toute la radiologie. On a un site qui vient d'ouvrir en début d'année à Lieusaint, au pôle médical de Sénart, où on fait de l'échographie, de l'imagerie de la femme, de la mammo et de la radio conventionnelle. Et on a un centre à Draveil aussi d'imagerie conventionnelle. Moi, je travaille dans les 2 premiers sites et je fais du dépistage endométriose sur ces deux structures. Et à la clinique, on a 2 IRM, dont une nouvelle qui va être installée en septembre. Et c'est des IRM de dernière génération qui permettent de faire tous les examens, notamment les examens de recherche d'endométriose. Alors, l'endométriose, je vais vous faire trois parties. La première qui est des rappels anatomiques, parce que si on veut comprendre cette pathologie, il est important d'avoir des notions d'anatomie pour comprendre après la physiopathologie. Et je vous ferai après un topo sur la démarche diagnostique et on va se servir de ça, des recommandations HAS qui sont très bien faites. Et on terminera avec de l'aspect en imagerie de l'endométriose. Alors, l'endométriose, c'est une pathologie qui est fréquente. C'est 10% à peu près des femmes, donc c'est très très fréquent. Et donc on en voit beaucoup et on en suspecte beaucoup. La triade de symptômes classiques, c'est des dyspareunies, donc des douleurs pendant les rapports, des dysménorrhées, des douleurs pendant les règles et des dyschésies, douleurs à la défécation. Il peut y avoir aussi des douleurs, des dysuries, des pathologies urinaires. C'est l'autre versant des symptômes qui peuvent faire diagnostiquer une endométriose, c'est l'infertilité. Donc c'est une autre voie de diagnostic, on en reparlera. Et on en parle de plus en plus parce que ça a été beaucoup médiatisé ces dernières années. Il y a des associations qui se sont créées, je vais mettre des exemples, Info Endométriose, Endomind, EndoFrance. Et il y a beaucoup même de personnalités connues qui ont parlé de leur pathologie. Et on en parle maintenant partout, et ce qui fait qu'on en a de plus en plus de prescriptions pour recherche d'endométriose. Sachant qu'avant, c'est moins le cas maintenant, mais quand même, il y avait un énorme retard diagnostique. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on estimait à peu près 9 ans le retard diagnostique entre le moment où les patients commencent à avoir des symptômes et où on va mettre un nom dessus, on va dire que c'est une endométriose, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment sur les problèmes de fertilité. Alors, l'anatomie, c'est important dans l'endométriose parce que c'est comme ça qu'on va comprendre les atteintes. Pour bien comprendre, voilà, ça c'est une vue de profil du pelvis féminin. En avant, il y a la vessie. Au milieu, il y a l'utérus. Et en arrière, il y a le rectum et le sigmoïde. Ça va délimiter 3 compartiments. Le compartiment antérieur, le compartiment moyen qui contient l'utérus et le compartiment postérieur qui contient les structures digestives, essentiellement le recto-sigmoïde. Au-dessus, c'est la cavité abdominale avec les intestins qui sont entourés de péritoine. Le péritoine, c'est un feuillet qui enveloppe les viscères et qui va se refléter sur l'utérus, sur le rectum et sur la vessie, de telle sorte qu'on va avoir un espace en dessous qui s'appelle l'espace sous-péritonéal et un espace au-dessus qui s'appelle l'espace intrapéritonéal. Tout cela est très important, vous allez voir. Donc l'utérus et la vessie sont sous le péritoine de la même manière que le rectum. Ça, c'est une vue en IRM, du coup, de la même chose. Donc, en IRM, en avant, on a la vessie.
qui contient de l'eau qui est en hypersignal. Au milieu, dans le compartiment moyen, l'utérus. Et en arrière, on a le rectum. Et donc, au-dessus se reflète le péritoine. Et donc là, on a l'espace sous-péritonéal et au-dessus, l'espace intrapéritonéal avec les intestins ici. Donc, ça, c'est une vue, comme on pourrait dire, une sorte de vue cœlioscopique. En avant, la vessie, ici l'utérus et là le rectum. Et ce qui est très important sur ce schéma, c'est que l'utérus, vous voyez, il est maintenu par des ligaments. En arrière, ici, il y a les ligaments utérosacrés qui naissent en arrière de l'utérus et qui partent rejoindre le sacrum. Et en avant, les ligaments ronds qui, eux, partent dans le canal inguinal. Et sur le côté, cette bande jaune, cette membrane large, ça s'appelle le ligament large. Mais ce qui est très important à connaître, c'est ces ligaments en arrière qui s'appellent les ligaments utérosacrés, qui se rejoignent ici sur une région qui s'appelle le torus. Ça, c'est des mots que vous allez voir dans les comptes rendus d'écho ou d'IRM. Donc, quand on parle d'atteinte du torus, c'est ici. Et du torus partent les ligaments de part et d'autre pour rejoindre le sacrum. Donc, les ligaments utérosacrés. Et en avant, ici, les ligaments ronds. Pourquoi c'est important? Parce que l'endométriose, au départ, on a des cellules de l'endomètre qui sont dans la cavité endométriale et pour des raisons toujours pas très claires, elles vont se mettre à sortir et au lieu de descendre et s'évacuer comme c'est normal par le col et le vagin, elles vont refluer, on pense qu'elles refluent par les trompes et donc du coup elles se retrouvent dans la cavité pelvienne et de là elles vont générer des atteintes d'endométriose de 3 types. Au départ, lorsqu'elles sortent des trompes, elles se retrouvent au contact du péritoine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on appelle ça des nodules d'endométriose superficielle, lorsqu'elles sont posées sur le péritoine. Et puis ces nodules vont venir gratter le péritoine, et du coup, ils vont descendre et ils vont se retrouver sous le péritoine, donc dans l'espace qu'on appelle sous-péritonéal, et c'est là où il va y avoir des atteintes profondes. Donc quand les nodules ont franchi le péritoine, on appelle ça de l'endométriose profonde, et elle peut se localiser à différents endroits. Et enfin, ça peut toucher les ovaires, et dans ce cas-là, on parle d'endométriose ovarienne ou endométriome. Lorsqu'elle est sous le péritoine, elle peut être soit en arrière, sur les ligaments que je vous ai montrés, on appelle ça une endométriose profonde, postérieure, et elle peut toucher aussi le digestif, soit elle se met en avant, entre la vessie et l'utérus, on appelle ça une endométriose sous-péritonéale antérieure. Je vous montrerai des exemples. Mais tous ces termes, on les utilise dans les comptes rendus, et c'est pour ça qu'on parle de sous-péritonéal, c'est à cause de cette anatomie dont je vous ai parlé. Voilà, donc dans la majorité des cas, les atteintes sont postérieures. On est à peu près sur un facteur de 90 pour 10. Donc dans l'immense majorité des cas, les atteintes sont sous-péritonéales postérieures, donc soit sur le torus, soit sur les ligaments utérosacrés, puis après dans la charnière rectosigmoïdienne. Et dans 10% à peu près, ça se met en avant, donc dans cette zone qui s'appelle le cul-de-sac vésico-utérin, ou alors carrément sur la vessie. Dans tous les cas, ces nodules, composés de cellules endométriales, vont saigner, notamment pendant les phases de règles, parce qu'ils sont toujours sensibles aux hormones. Et donc, c'est ces saignements qui font mal, et puis après, ça cicatrise sous forme de brides et d'adhérence. Et c'est ces adhérences qui sont responsables de douleurs chroniques. Il y a d'autres localisations plus rares. On peut en avoir sur le grêle, on peut en avoir à d'autres endroits du côlon, on peut en avoir sur la paroi abdominale, notamment sur les trajets de cicatrices, par exemple de césarienne ou d'appendicectomie. On peut en avoir sous la capsule hépatique. Il faut y penser lorsque les patientes se plaignent de douleurs à l'épaule, de scapulalgie pendant les règles, de scapulalgie cataméniale. C'est un symptôme qui doit faire évoquer une atteinte de la capsule parce que les nerfs de l'épaule, il y a un lien entre les nerfs de l'épaule et la capsule. Enfin, il y a des localisations encore plus rares pulmonaires sur la plèvre et ça va donner des pneumothorax en période de règles. Pour réfléchir sur les indications et des recommandations de l'AH, c'est des recommandations très bien faites qui ont essayé de synthétiser un peu le diagnostic, l'exploration avec les examens complémentaires et le traitement de l'endométriose. Donc, je vous invite à les télécharger. Il y a une synthèse qui est bien faite. On en reparlera avec le docteur Charbonnel. Mais en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que lorsqu'un clinicien est face à une patiente avec des symptômes qui lui évoquent une endométriose, donc soit des dysménorrhées, soit des dyspareunies, soit des signes urinaires ou digestifs, il doit faire un examen clinique et demander en première intention une échographie. Soit l'échographie retrouve une endométriose, très bien, on part sur des explorations de deuxième intention pour faire la cartographie des lésions.
soit l'échographie ne retrouve pas d'endométriose, ce qu'on appelle cette échographie de débrouillage. Et là, il y a plusieurs situations. Soit on a une forte suspicion parce qu'il y a des signes, ce qu'on appelle localisateurs d'endométriose, des signes cliniques précis, et dans ce cas-là, on va quand même demander un examen de deuxième intention. Soit il n'y a pas, et donc si la patiente n'a pas de désir de grossesse ou n'a pas de contexte d'infertilité, on peut lancer une contraception hormonale de test un petit peu pour voir si ça marche, comme un traitement de test. Si par contre il y a un souhait de grossesse, on pourra en reparler tout à l'heure, il faut quand même demander des examens de seconde intention. Donc c'est cet examen et cette échographie, s'il y a des signes ou il y a une résistance au traitement médical, en gros, on va demander un examen de deuxième intention. Qu'est-ce que c'est un examen de deuxième intention? C'est un examen clinique précis par un spécialiste référent, pas forcément gynéco, mais quelqu'un qui a l'habitude d'examiner une patiente pour endométriose, parce qu'au toucher, on peut sentir un nodule, par exemple sur le cul-de-sac vaginal, on peut sentir un nodule d'utérus, on peut sentir des ligaments rigides si on a l'habitude. Et il faut faire un examen complémentaire d'imagerie et deux possibilités, soit une IRM pelvienne, on va en reparler, soit une échographie, une nouvelle échographie endovaginale, mais c'est avec un échographiste référent. Et ce qui est bien précisé, c'est dans les deux cas, il faut des radiologues référents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des radiologues qui ont l'habitude de chercher de l'endométriose, qui savent faire les examens avec des protocoles adaptés, parce qu'une partie aussi des erreurs, des défauts de diagnostic sont faits à cause d'examens où il y a des sous-diagnostics. Donc c'est pour ça qu'ils ont introduit la notion de médecin référent. Et en fonction des résultats, si il y a une endométriose prouvée, on part sur une prise en charge. S'il n'y a pas d'endométriose en examen de deuxième intention, il va falloir réfléchir. Soit on y croit vraiment, et les examens complémentaires, ce n'est pas du 100%. On peut aller des fois jusqu'à la célioscopie diagnostique pour chercher des localisations superficielles qui sont celles qu'on a le plus de mal à voir. On peut dans certains cas pousser jusqu'à la cellule, mais ce n'est pas les cas les plus fréquents. Voilà, ça c'est la démarche diagnostique. L'IRM, je vais vous parler de l'IRM. C'est un examen qui est pas très long, ça dure à peu près entre 10 minutes, un quart d'heure. Et on a besoin de faire 4 séries d'images. Donc en IRM, on fait des séquences, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs séries d'images. On fait une vue de profil, une vue de face, une vue de face avec une résolution très fine sur les ligaments utérosacrés dont je vous ai parlé, parce que c'est les premiers atteints dans l'endométriose et c'est là où on va chercher en particulier. Et ce qu'on appelle des séquences T1, c'est des séquences qui sont très sensibles pour dépister le sang, l'hémorragie. Et comme on sait que les nodules d'endométriose ils saignent, c'est des séquences qui vont être très très bénéfiques pour rechercher l'endométriose. Ce qu'il faut vous dire à vos patientes, c'est que normalement, il n'y a pas d'injection de gadolinium. On ne va pas leur injecter de produits de contraste pour cet examen. Les injections sont réservées à des cas très particuliers qui sont loin d'être la majorité des cas. Donc normalement, on n'a pas besoin d'injecter et on ne doit pas, enfin, il n'est pas nécessaire de faire d'opacification du vagin. Je ne sais pas si vous savez, mais pour l'IRM, on peut des fois faire des opacifications du vagin au gel. Normalement, pour l'examen d'endométriose, ce n'est pas obligatoire. Certains le font, ce n'est pas une erreur, mais les recommandations européennes disent qu'il n'y a pas de bénéfique, en tout cas, ça n'a pas été prouvé que c'était mieux de le faire. Et pour l'injection, il n'y a pas d'indication. Par contre, ce qui est très important, et ça, il faudrait le faire, mais pas tout le monde le fait encore, mais c'est nous, en tout cas, on le fait systématiquement, et c'est les recommandations, c'est de prescrire à la patiente avant l'examen un lavement rectal qu'elle fait à peu près, un normacol, qu'elle fait à peu près 3 heures avant l'examen. Pourquoi? Parce que pour avoir une qualité d'examen qui est performante et ne pas rater des atteintes, surtout postérieures, il faut que le rectum et la charnière soient vides. Si elles sont remplies de matière, ça peut entraîner des artefacts, ça peut entraîner une mauvaise résolution de l'image qui peut nous faire louper des atteintes. Donc ça, c'est très important. C'est beaucoup plus important de faire ce lavement que de faire une opacification ou une injection. Donc ça, nous, les secrétaires ont l'habitude, elles prescrivent aux patientes ce lavement et ça change tout. Et normalement, on le fait même avant une échographie pour endométriose. Alors, on va avoir des images, je vais vous montrer des exemples de ce que peuvent apporter les examens complémentaires. On va commencer par les localisations ovariennes, donc ce qu'on appelle des endométriomes. L'endométriome, ça se voit très bien en échographie. Là, vous avez l'utérus, et en échographie, vous avez ici sur l'ovaire une formation qui est échogène, c'est-à-dire qu'on a un signal en échographie, c'est homogène, c'est lisse, c'est régulier. Ça, c'est typique d'un endométriome.
encore un exemple ici, vous avez l'utérus, l'endomètre, et vous avez ici des follicules. Donc c'est bien parce que les follicules, ça vous permet de voir à quoi ressemble du liquide en échographie. Normalement, c'est noir comme ça. Et à côté, vous avez des kystes qui n'ont pas la même, entre guillemets, la même couleur en échographie. Ça, c'est un aspect typique d'endométriome. Cette résolution comme ça, échogène, homogène, régulière, c'est très évocateur d'endométriome. Donc, si on voit ça sur une échographie, eh ben, on retrouve des signes d'endométriose. Et donc, c'est une bonne indication, si c'était une échographie de première ligne, de faire une échographie après par un référent ou de faire une IRM. Encore un exemple ici de kyste simple pour vous montrer que ce n'est pas du tout la même chose un kyste simple et un kyste d'endométriome. Vous voyez la différence entre ce signal et ce signal échographique. Un autre exemple de kyste qu'on voit fréquemment, ce sont les kystes lutéal hémorragiques. C'est un grand classique du kyste fonctionnel avec un aspect en filet de pêche pour vous montrer que c'est totalement différent de ce qu'on peut trouver sur un endométriome, mais normalement, on ne fait pas d'erreur diagnostique entre les deux. L'IRM, c'est très performant. C'est excellent même pour les atteintes ovariennes. Pourquoi? Parce que, je vais vous montrer un exemple. Ici, sur la séquence T2, vous avez l'utérus qui est là, et accolé à l'utérus, vous avez l'ovaire avec les petits follicules sur les côtés. Et là, vous avez un kyste qui est un peu gris sur la séquence T2. La séquence T1, je vous ai dit qu'elle était très forte pour trouver le sang, quelque chose qui a saigné. Et bien, ce kyste, il apparaît blanc sur la séquence T1, très blanc. Ici, vous avez la graisse. Vous voyez qu'il est même plus blanc que la graisse. Quand c'est plus blanc que la graisse, c'est très, très, très spécifique d'un liquide qui est endométriosique. Et ce qui est bien en IRM, c'est qu'on peut enlever le signal de la graisse par une astuce technique. On peut effacer la graisse, la transformer de blanc en noir. Et ben, quand on fait ça, ça fait encore plus ressortir le sang. Et vous voyez que c'est très facile de reconnaître un kyste d'endométriose parce qu'il est plutôt gris ou blanc en T2, mais il est surtout sur la séquence T1. On retrouve le sang et ça, on sait que c'est de l'endométriose. Donc l'IRM est très performante pour trouver les kystes d'endométriose. Donc, dès qu'on a de l'hypersignal comme ça, T1 supérieur à la graisse, on évoque un kyste d'endométriose. Encore un exemple ici, il est un peu moins gris, il est vraiment très blanc sur la séquence T2. Par contre, sur la séquence T1 ici, on retrouve cet aspect très blanc typique d'un endométriome de l'ovaire. Ensuite, les localisations sous-péritonéales postérieures, comme on va les voir en IRM, c'est les localisations dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout ce qu'on appelle le torus et les ligaments utérosacrés. Donc, tout à l'heure, vous vous souvenez du schéma anatomique, vous avez l'utérus ici, je vous ai dit en arrière, il y avait le digestif, et entre les deux, il y avait le départ des ligaments utérosacrés. Normalement, le torus et les ligaments, que ce soit en échographie ou en IRM, ils sont très fins, ils sont à peine visibles. Dès qu'on commence à trop bien les voir, ce n'est pas normal. Et ici, en arrière, vous avez un nodule qui est noir en T2, qui est irrégulier, vous voyez comme des petites spicules. Ça, c'est typique d'un nodule débutant d'endométriose du torus. Quand on se déplace un petit peu, vous voyez qu'on voit le ligament ici qui est aussi très épaissi par rapport au ligament de l'autre côté qui est tout fin. Ici, il est très épaissi. Donc ça, c'est vraiment l'atteinte typique de base de l'endométriose. C'est l'atteinte du torus et des ligaments utérosacrés. C'est ça qu'on cherche en échographie ou en IRM et c'est ça qui donne l'endométriose au début. Et c'est ça qui donne les douleurs de règles et éventuellement des douleurs au rapport. Et quand vous voyez comment cette zone est près du rectum, vous comprenez pourquoi l'endométriose, quand elle évolue, et bien très très rapidement, on peut avoir des atteintes digestives. D'ailleurs, vous voyez que ça commence à attirer un peu le rectum, parce que tout ça est collé. Ici, plus bas, on a le vagin. D'accord, le vagin est ici. Il se reflète au niveau du col, ce qu'on appelle le cul-de-sac vaginal postérieur. Et bien, très vite aussi, l'endométriose qui est ici, sur une vue de profil, le torus est là. Et bien, quand ça évolue, ça peut toucher en dessous le vagin et donner des dyspareunies importantes. Donc ça, c'est vraiment les images typiques d'une atteinte débutante du torus. Encore des exemples, lorsque cette atteinte en arrière est plus évoluée, le nodule est grossi. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus évident. Si vous voyez l'utérus est ici, le rectum est là, et ici, vous avez un nodule spiculé très important en taille qui est un nodule du torus. Ça, c'est une image assez jolie et assez caractéristique de l'endométriose. Quand l'atteinte est évoluée, il faut comprendre que ces nodules fibreux sont rétractiles et qu'ils attirent les choses. Ils attirent le rectum, ils peuvent aussi attirer les ovaires. Et dans les endométrioses un petit peu évoluées, postérieures,
Et ben, les ovaires, normalement, ils doivent se trouver de part et d'autre de l'utérus, à peu près ici. On doit avoir un ovaire là, on doit avoir un ovaire là. Lorsque les ovaires sont attirés en arrière, ils se retrouvent derrière l'utérus. On appelle ça le signe du kissing ovary, ou les ovaires qui s'embrassent. Pourquoi? Parce qu'ils se touchent en arrière de l'utérus. Et c'est très facilement reconnaissable. Quand vous avez l'utérus et ces deux ovaires qui se touchent, ce signe du kissing est vraiment très spécifique de l'endométriose. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez ce nodule qui tire sur les ovaires, qui se retrouve coincé en arrière, et on a un bloc qui se crée entre les ovaires, le rectum et le torus. Et ça, cette configuration comme ça est très spécifique de l'endométriose. D'autres exemples ici, on a une vue de profil avec l'utérus de profil, la vessie, le rectum. Vous avez ici un nodule qui a sur la séquence T1, c'est blanc comme tout à l'heure, donc il y a du sang. On est sur le vagin. Ça, ce sont des nodules du cul-de-sac vaginal postérieur qui sont des atteintes d'endométriose profonde qui sont responsables de fortes dyspareunies. Donc, l'atteinte vaginale est une atteinte à fréquence qui est très importante à signaler parce que si on doit opérer ça, on est sur de la chirurgie très complexe et donc les gynécos ont besoin de savoir toujours s'il y a une atteinte du vagin ou pas. D'autres exemples ici, pareil, l'utérus en vue de profil et vous voyez ici un épaississement, une atteinte pareille du vagin, du cul-de-sac vaginal postérieur et en arrière il y a le rectum et vous voyez qu'il se forme un contact et un bloc entre les deux que l'on voit ici en vue axiale, le vagin est là, l'utérus est là, le rectum est là et bien ici vous avez un bloc adhérentiel avec une atteinte des deux et ici des petites taches de sang sur la séquence T1 qui signent à 100% qu'il s'agit d'endométriose et rien d'autre. Donc c'est pour ça que l'IRM est très performante, c'est quand on arrive à dépister en plus le sang dans les lésions, là on est sur du 100% de spécificité. Des exemples d'échographie, c'est un peu plus dur de vous montrer des images d'écho parce qu'il faut que ça soit dynamique et c'est plus facile quand c'est des vidéos, mais vous voyez ici, ça c'est des atteintes digestives. Faut me croire, c'est une voie endovaginale. Il y a le rectum ici qui est là, qui est cette structure ici, pareil ici, et vous avez ici des épaississements noirs là, en hypoéchogène de la paroi. Ces épaississements de la paroi, tout ça, sur un rectum qui est là, c'est typique d'atteinte digestive d'endométriose. Donc l'écho est performante, c'est plus facile de vous montrer les images d'IRM, mais l'écho est performante. Elle est performante pour le torus, elle est performante pour les ovaires, elle est performante pour le digestif, mais c'est opérateur dépendant et ça demande quand même une expérience. L'IRM est déjà un peu plus accessible pour le radiologue. L'échographie, elle est fiable lorsqu'elle est faite par un échographe référent. Maintenant, les examens sont souvent complémentaires et même moi qui suis référent, je fais l'échographie souvent suivie d'une IRM. Finalement, c'est un couple d'examens. Un exemple assez joli d'une endométriose et vous voyez que quand l'atteinte du torus commence à évoluer, ça attire le rectum pour faire une espèce de petit chapeau ici qui est un début d'atteinte rectale parce que ça tire, ça attire. Voilà un exemple d'atteinte digestif typique en arrière sur une vue de profil, utérus vessie, le rectum s'épaissit et ça fait des atteintes comme vous voyez ici en échographie et vous voyez la correspondance avec l'IRM. Les atteintes peuvent être très longues sur la charnière rectosigmoïdienne. Nous, on doit les mesurer, donner la longueur, donner la distance à la marge anale. Ce sont des informations très importantes pour le gynéco qui va décider du type de résection qu'il doit faire s'il opère. S'il opère, on les opère bien sûr pas tous. Voilà encore des ovaires avec l'aspect de kissing qui sont complètement rapatriés en arrière de l'utérus. Une atteinte digestive ici, et vous retrouvez ce signe de l'hyper-T1, donc il y a du sang dans ce kyste, donc c'est un endométriome. L'endométriome fait rarement mal, il entraîne une infertilité parce qu'il peut empêcher la production normale de follicules, mais c'est rarement douloureux, c'est plus l'endométriose profonde qui fait mal. Je vais peut-être passer sur ça, je vous ai déjà montré. On peut avoir la même chose en avant. Donc là, je vous ai montré les atteintes en arrière. Ici, vous avez une atteinte digestive. L'utérus est là, le rectum est là. En avant, il y a la vessie. Et bien, on peut avoir ici des atteintes, ce qu'on appelle du cul-de-sac entre la vessie et l'utérus, le cul-de-sac vésico-utérin. On peut avoir des nodules d'endométriose, même à ce niveau-là, qui vont donner des dysuries. Voilà l'IRM. Les performances de l'IRM, c'est parce qu'on analyse le signal. Donc là, on a un gros kyste qui est en T2 noir et blanc. En T1, il est blanc et noir. Ce qui est blanc, c'est du sang. Donc il a une composante hémorragique, il a de l'endométriose et elle a aussi un kyste classique associé.
parce que on voit qu'il n'y a pas de sang. Donc l'IRM permet vraiment de faire le diagnostic de ce qui est de l'endométriose et ce qui n'en est pas. Et pareil pour l'atteinte postérieure. Voilà, l'atteinte antérieure, je vous ai montré des exemples. Voilà, des exemples d'atteinte de la vessie. Donc, ce n'est pas fréquent, mais quand on fait beaucoup d'endométriose, c'est des choses que l'on voit. Et des fois, ça peut prendre des proportions pas possibles avec des énormes atteintes. Je vous rassure, ce n'est pas du tout les cas classiques. Voilà, après, je vous représenter rapidement quelques formes atypiques de ce qu'on peut rencontrer. Ici, une patiente que j'avais vue pour colique néphrétique. J'avais fait une écho, elle était dilatée à gauche. Je ne voyais pas de calcul. Au scanner, on voit que c'est dilaté jusqu'au niveau. Vous avez les reins dilatés ici par rapport au rein normal. C'est dilaté jusqu'au niveau de la vessie. Chez une patiente jeune, une dilatation comme ça, sans calcul, il faut penser à une endométriose qui touche l'urtère. Et en IRM, du coup, on voit ici, sur le trajet de l'urtère, pile là où elle devrait rejoindre la vessie, un nodule d'endométriose qui vient comprimer de façon extrinsèque l'urtère et qui est responsable d'une colique néphrétique. Ça peut être des formes de présentation de l'endométriose, une atteinte urétérale. Pardon. Ici, des atteintes plus rares sur le ligament rond, c'est des patients qui vont avoir des douleurs inguinales droite ou gauche. Et on voit au niveau du canal inguinal, il y a le ligament rond qui passe. Et bien, le ligament rond, on voit ici qu'il est épaissi par rapport à l'autre côté. Là, c'est un canal normal. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose en plus par rapport à ce côté. Ce quelque chose en plus, c'est de l'endométriose parce qu'on voit du sang dedans. Et c'est des atteintes aussi, ça, c'est pas très rare. C'est pas si rare que ça. C'est des atteintes inguinales du ligament rond. Encore un exemple ici. Vous voyez que par rapport à l'autre côté, il y a quelque chose en plus. Là. Ce quelque chose en plus, c'est de l'endométriose. Des exemples, ça aussi, c'est pas rare du tout. Les patientes, elles ont des césariennes, des cicatrices. Sur des cicatrices, peuvent se mettre des nodules. Ça va donner des douleurs très superficielles. C'est des patientes qui vont vraiment pointer la paroi abdominale. Et vous voyez un muscle normal. Et ici, vous voyez que le muscle est épaissi. Ici. Pareil, sur la séquence T1, on voit que dedans, il y a des points de sang. D'accord. Donc, ça signe que c'est de l'endométriose qui s'est mis là-dedans. Donc, c'est des atteintes pariétales sur trajet de cicatrice. C'est souvent des cicatrices, classiquement la cicatrice de césarienne. L'IRM, elle est très performante parce que, pareil, elle va dépister les petits implants hémorragiques dedans. Voilà des exemples ici, un dernier exemple d'une endométriose de la capsule hépatique. Vous voyez, c'est une vue de face, les reins, le foie, des petites taches de sang ici sous la capsule. C'est une patiente qui se plaignait de douleur de l'épaule pendant les règles. Et ben, on lui fait l'IRM et on voit cet aspect d'implant hémorragique qui signe de l'endométriose. Il n'y a pas d'autres maladies qui va donner ça. Voilà, je termine juste pour une petite vidéo pour vous montrer comment on interprète une IRM et comment ça se présente chez nous. Là, je vous montre des images, mais en fait, c'est dynamique. Donc voilà un examen d'IRM. On fait défiler les images, on fait défiler le pelvis et on voit ce que je vous ai dit tout à l'heure, les ovaires qui sont accrochés en arrière, en avant de l'utérus qui est ici. On voit les deux gros kystes dans les ovaires. On voit en arrière, on fait défiler. Vous voyez ici, vous suivez. Tout ça, c'est le digestif. Tout ça, c'est la charnière. C'est des choses qu'on arrive facilement du coup à faire défiler, à dérouler. Et on voit ici que c'est très épaissi. Normalement, ça devrait être fin comme ça. Et là, on voit que le digestif, quand on le fait défiler ici, il est très épais. C'est de l'endométriose. Il y a d'autres atteintes, mais vous voyez par exemple ici, la vessie est en avant ici. Et bien vous voyez que la vessie, elle est épaissie à un nodule. Donc on a toutes les séquences. Et pareil, sur la séquence T1 qui cherche le sang, et ben vous voyez qu'on a cet hyper signal. On a bien du sang dans les kystes, donc il s'agit bien d'endométriose. Voilà, c'était pour vous montrer comment on travaille sur les images. Voilà, donc j'espère que vous avez... je vous ai présenté un peu ce qu'on fait, notre travail en radiologie et comment l'apport qu'on peut avoir et qu'on a dans le diagnostic de l'endométriose, que ce soit l'écho et l'IRM. Gardez bien en tête les recommandations, comprendre que l'écho et l'IRM, finalement, c'est un couple d'examens et qu'ils sont d'autant plus performants qu'ils sont faits par un radiologue référent. Et que l'IRM, elle est vraiment très importante dès qu'on va avoir une cartographie lésionnelle exhaustive, de ne pas passer à côté d'atteintes et dès qu'on est dans le cadre d'un bilan préopératoire. Voilà.
les idées essentielles qu'on peut poser. Il y a à peu près entre 2, suivant les études qui montrent bien que ce n'est pas simple, il y a entre 2 et 20% des femmes qui ont des douleurs pelviennes au moment de leurs règles. C'est beaucoup. Et le traitement de référence par rapport à ces douleurs pelviennes, avant même toute idée de bilan, c'est une contraception hormonale pour voir si effectivement ça impacte ces douleurs et ça les fait disparaître. Sauf le cas d'un désir de grossesse, mais ça on le traite différemment. Donc, premier temps, douleur pelvienne égale contraception hormonale et donc pas forcément d'exploration, même si la pression médiatique est forte. Il y avait il n'y a pas si longtemps des affiches 4x3 sur l'endométriose dans le métro parisien. Les règles douloureuses, c'est des règles douloureuses qui sont évaluées par la patiente à plus de 8 sur 10 sur une échelle d'évaluation de la douleur. Donc, ce n'est pas rien. Les deuxièmes types de douleurs les plus fréquemment rencontrés, c'est des dyspareunies, et c'est des dyspareunies profondes. Donc, ce n'est pas des dyspareunies d'introduction, ça ne s'aborde pas pareil cliniquement. Et bien sûr, le deuxième point où on va se poser la question de l'endométriose, c'est la situation d'infertilité. Quand on bilante des douleurs pelviennes, on trouve des douleurs pelviennes profondes, douloureuses de manière importante au moment des règles. On trouve une endométriose dans à peu près 20% des cas. Donc, il y a des tas de douleurs pelviennes qui ne sont pas des endométrioses. Les autres points importants, c'est si face à une situation de douleur, encore une fois, en dehors du cadre de l'infertilité, la contraception hormonale n'est pas efficace pour calmer ces douleurs, c'est une bonne indication de commencer les explorations. Et les explorations, c'est ce que vient de nous montrer très brillamment le docteur Haddad, c'est opérateur dépendant. Que ce soit au niveau de l'échographie, ça on le savait, mais aussi au niveau de l'IRM. L'interprétation de l'IRM nécessite des radiologues qui sont habitués à rechercher cette pathologie, et d'où l'intérêt de réfléchir à un réseau de radiologues référents par rapport à ça, quitte à faire des examens autant qu'ils soient performants, et qu'il faut que ce soit des radiologues très performants, c'est-à-dire qui en voient beaucoup, qui en cherchent beaucoup, qui doivent être concernés par ça. Et 2 points cliniques qui me paraissent tout à fait importants. Alors, je vous propose de regarder un peu en détail la reco de l'HAS qui était vraiment bien faite. Et il y a 2 points qui sont essentiels. Un, il n'y a pas de bénéfice à dépister dans la population générale une endométriose. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des signes et s'il n'y a pas des situations qui amènent à rechercher une endométriose, on ne va pas gagner pour les personnes à le détecter avant, ou par exemple, on ne va pas dégrader la fertilité s'il y a une endométriose, qu'elle évolue même pendant plusieurs années, si jamais il n'y a pas de désir de grossesse. Anticiper la recherche de l'endométriose n'apporte rien à la patiente. Deuxième point qui est un peu plus délicat, c'est que donc, vous voyez que les 2 gros symptômes, les 2 grandes catégories de symptômes, c'est douleur et infertilité, ce qui pose des problèmes de prise en charge. Et alors là, pour le coup, l'intérêt de l'imagerie est essentiel, c'est qu'on ne peut pas, le traitement de ces 2 catégories de symptômes sont un peu antagonistes, c'est-à-dire le bon moyen de traiter les douleurs, c'est de calmer ce tissu d'endomètre qui n'est pas au bon endroit, et le traitement de l'infertilité, à l'inverse, c'est bien sûr de ne pas donner une contraception œstroprogestative. Donc, c'est là où la prise en charge, une fois que le diagnostic est fait, est délicat, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on peut avoir des douleurs, une endométriose, et que la douleur ne soit pas due à l'endométriose, ce qui implique effectivement de faire une bonne triangulation entre le généraliste qui s'occupe de la douleur, le spécialiste qui va traiter l'endométriose et l'imagerie. Deuxièmement, on peut avoir une endométriose et une infertilité, mais que ça ne soit pas la cause de l'infertilité. Et pareil, il faut travailler en lien entre les différents professionnels de santé. Malheureusement, c'est une pathologie complexe, au sens où elle peut donner des symptômes qui sont en rapport avec cette pathologie. Ça ne sert à rien de la chercher une
uniquement chez la jeune fille de 16 ans qui commence à avoir des règles et qui a mal au ventre. C'est une absurdité de l'explorer à ce niveau-là. Ça ne va rien lui apporter. Ça ne va pas calmer sa douleur et le fait d'avoir mis un nom dessus ne va pas changer grand-chose. Et on ne va pas anticiper une recherche d'infertilité si elle n'a pas de désir de grossesse. L'infertilité, c'est clair, ça s'explore s'il y a un désir de grossesse, sinon on ne peut rien en faire. Et la deuxième approche, c'est qu'une fois qu'on est dans un circuit spécialisé de prise en charge, avec des recours qui sont bien écrits, mais qui bien sûr ne couvrent pas toutes les situations, à ce moment-là, il faut être très prudent de ne pas attribuer à des micronodules d'endométriose des symptômes qui peuvent être dus tout à fait à autre chose. Et donc, y compris, enfin, quelle que soit la localisation, il y a des localisations très atypiques qui sont un peu des histoires de chasse, avec des douleurs qui peuvent apparaître au niveau des reins, au niveau des épaules, au moment des règles. Là, on y pense assez facilement. Mais toute douleur abdominale au moment des règles n'est pas une endométriose, c'est 20% des cas, c'est pas beaucoup. Y compris, alors je n'ai pas retrouvé le chiffre de la part de l'endométriose dans l'infertilité. C'est sûr que quand on a un endométriome important sur un ovaire, on s'intéresse assez rapidement à cette hypothèse. C'est là où le chirurgien qui intervient doit bien peser l'indication en même temps que l'équipe de prise en charge. Et donc faire attention, enfin faire le tri entre le fait d'avoir une imagerie très pertinente à notre disposition et des radiologues tout à fait compétents sur des sujets extrêmement pointus, et de l'autre côté, la clinique qui est, même avec des images, ça peut être compliqué d'identifier quelle est la cause réelle de la souffrance de la patiente. Donc, on ne va pas revenir sur pour laisser un peu de temps sur les échanges, on ne va pas revenir sur les recommandations, vous les regarderez. Les recommandations, c'est vraiment ce qu'on a répété, un circuit assez simple. S'il y a des douleurs et que la femme est jeune et qu'elle accepte une contraception orale, on commence ça. Si les douleurs sont très importantes, si il y a une vraie infertilité, s'il y a un désir de grossesse qui ne démarre pas dans un délai raisonnable, etc., à ce moment-là, on commence les explorations. Mais être un peu pondéré, même si on a une pression forte du style « j'ai mal au ventre, je dois avoir l'endométriose, faites-moi une IRM », ce n'est pas bien raisonnable comme approche parce que soit on a des images mais qui ne sont peut-être pas en rapport et on ne saura pas quoi en faire, soit on n'a pas d'image et on ne saura non plus pas quoi en faire. Donc, je vous propose de regarder ces recos et puis elles vous seront mises à disposition. Voilà, maintenant on va peut-être vous laisser un peu la parole si vous voulez me poser des questions. Pour mettre en évidence un saignement via l'imagerie, faut-il donc effectuer cet examen à un moment précis du cycle? Alors, dans l'idée, oui, c'est pas. Effectivement, si on part du principe que les lésions font mal, d'autant plus que ça saigne, ça pourrait être judicieux de faire au moment des règles. Après, en pratique, c'est impossible à mettre en place parce que les délais d'IRM sont longs, parce que se corréler la date du rendez-vous sur le jour du cycle, c'est très compliqué à mettre en place. Et finalement, de toute façon, le saignement, on ne le voit pas juste au moment des cycles et il disparaît. On le voit, il persiste souvent après. Donc, il n'y a pas de bénéfice à faire pile au moment des règles. Je vois une autre question, à partir de quel âge débute l'endométriose? Eh ben, en théorie, vu que on pense qu'il y a une théorie du reflux, donc c'est souvent quelques années après le début des règles. Après, on voit de tout, mais c'est quand même une pathologie plutôt de l'adolescente et de la femme jeune. Et existe-t-il une liste des radiologues référents? Alors de liste officielle, non. Les associations ont sur leur site des référents ont référencé pour les patients des centres experts. Donc les patientes, souvent, elles s'adressent aux associations qui leur proposent des centres près de chez elles. Mais on n'est plus sur du bouche à oreille ou sur des choses pas. Enfin, c'est pas une liste officielle. Et là, il y a l'ARS qui propose de commencer à réfléchir à faire des réseaux avec des paliers
niveau 1, 2, 3 de prise en charge de l'endométriose, où là, il y aurait des vrais référents et des choses qui seraient officiellement écrites, quoi. Est-ce qu'il y a un facteur génétique? Non. Ça n'a jamais été mis en évidence, ce qui signifie aussi qu'il n'y a aucune raison de faire des examens complémentaires de dépistage. Déjà qu'il n'y a pas de raison, mais dans les familles, chez les sœurs en particulier, il n'y a pas de raison. Le point du traitement, c'est le traitement médical, c'est calmer cet orage hormonal en bloquant les ovaires essentiellement par les œstroprogestatifs et agir en chirurgie en complément du traitement médical. Alors après, c'est vraiment, il faut des chirurgiens qui savent faire, qui sont habitués à prendre ça en charge. Je pense qu'on arrivera aussi à des réseaux de chirurgiens référents sur cette pathologie parce que c'est souvent de la microchirurgie, c'est souvent extrêmement complexe. Tout dépend, encore une fois, si on vise le traitement de la douleur ou la prise en charge de l'infertilité, ce qui n'est pas la même approche. Descente 11-14 ans au collège, où l'orienter? Le premier réflexe, ça doit être chez son médecin généraliste, je pense. Ouais. C'est parce que vraiment le risque de médicalisation d'un problème qui n'en est pas un est un risque important. Enfin, une adolescente de 14 ans qui a des douleurs au moment de ses règles, il n'y a pas de raison a priori de l'adresser à un centre spécialisé ou à des explorations. Je veux dire, le plus dur, je trouve, dans ma pratique à 14 ans, c'est de convaincre les parents qu'il lui faut un traitement hormonal pour calmer ses douleurs et qu'avoir mal quand on a ses règles, ce n'est pas normal. Donc, une fois qu'on a fait ce travail et que les copines nous ont aidés à expliquer que finalement, prendre la pilule, même à 14 ans, ce n'est pas un problème et qu'il n'y a pas besoin d'examen gynéco avant de prescrire une contraception orale avant 25 ans, etc., etc., on arrive et on a souvent des résultats absolument spectaculaires chez des jeunes filles. Si en plus on a l'audace de leur donner en continu, elles n'ont plus du tout vos règles, elles comprennent ça très vite, elles expliquent aux copines que quand même c'est plus pratique pour les vacances, mais c'est une question de faire accepter cette approche par l'entourage, compris dans certains milieux culturellement différents. Donc, mais vraiment, encore une fois, c'est du soin primaire à l'état pur, c'est de la pathologie simple à prendre en charge en ville et surtout pas gynécologiser, surtout vu le nombre de gynécos, cette approche. Il ne faut pas surdiagnostiquer, il ne faut pas pousser les expos quand il n'y a pas besoin. Et à l'inverse, par contre, quand on voit des endométrioses chez des patientes jeunes, notamment quand il y a des atteintes ovariennes, il faut quand même, par contre, là, leur parler de la fertilité. Il ne faut pas les angoisser. Dans la majorité des cas, elles peuvent tomber enceintes normalement. Mais de plus en plus, quand même, dans les centres de fertilité, ils peuvent recevoir ces patients parce qu'il y a maintenant même une prise en charge pour des préservations d'ovocytes chez des patientes jeunes chez qui on découvre une endométriose ovarienne où il est pas, pour l'instant, ne se pose pas la question d'avoir des enfants. Mais plus tard, et pour ne pas se retrouver dans une situation d'infertilité plus tard, il peut y avoir des indications de préservation d'ovocytes parce qu'on trouve des endométrioses chez les patientes jeunes avec des grosses atteintes ovariennes. Donc il faut quand même, dans certains cas, oui, ça peut être c'est important d'évoquer ça. Mais ça, on le voit à l'écho, je dirais, c'est quand on a des endométrioses. Non, je parle des endométrioses qui sont affirmées et dans certains cas, vraiment, la prise en charge très tôt il peut y avoir une prise en charge de conservation en vue pour plus tard, quoi. Ouais. Mais le traitement, enfin, il n'y a pas de raison de penser en dehors de ces problèmes de conservation d'ovocytes, il n'y a pas de raison, aucune étude ne laisse penser que la situation va se dégrader si on ne la prend pas en charge. Il n'y a pas de bénéfice pour les patientes à faire une détection précoce des endométrioses. Pilule de quelle génération? La question, c'est là, c'est le problème de la pilule en général. Je pense que les pilules de troisième génération sont à peu près jamais adaptées. Donc, des pilules standards œstroprogestatifs règlent le problème assez simplement.
condition qu'elle ne fume pas. Et voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui. Un grand merci au docteur Samuel Haddad ainsi qu'au docteur Pascal Charbonnel pour leur intervention. Si toutefois il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur notre adresse mail webinaire@espacevie.fr ou bien en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. C'est un sujet qui touche beaucoup de femmes, donc je pense qu'il est susceptible d'intéresser pas mal de monde. N'oubliez pas le petit pouce bleu aussi. Je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Nous accueillerons le docteur Christine Estadieux-Planète, qui est médecin généraliste et qui nous présentera le projet sur l'insuffisance cardiaque. Aussi avec elle, nous aurons l'intervention de Catherine Lafortune, qui est pharmacienne, et de Valérie Borin, qui est diététicienne. Et elles deux nous parleront de l'offre ETP sur le territoire, plus particulièrement sur la CPTS du Val d'Orge. Pour vous inscrire, c'est simple. Le lien d'inscription est sous cette vidéo également. N'hésitez pas, c'est ouvert à tous. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Bonne semaine à tous. Au revoir.